Bonjour à tous, bonjour chers amis du vin. Alors nous allons vous dévoiler quelques secrets, conseils, astuces pour encore mieux apprécier vos vins à la maison. Donc des astuces et conseils cumulés à travers 50 années de travail au service de la gastronomie et des vins. Oui, Pascal, eh bien aujourd'hui, donc pas de grandes règles très générales. On vous donne nos trucs perso et que vous pourrez appliquer chez vous très facilement avec du matériel que vous aurez facilement sous la main. C'est à vous de jouer. Des amis passent à l'improviste. J'ai envie de déboucher une bouteille de vin, mais ma cave est à 11 degrés si j'ai la chance d'avoir une bonne cave. Peut-être elle est aussi beaucoup plus chaude si malheureusement elle est à 16, 17, si on a une cave un peu plus chaude, peut-être une cave d'appartement. Oui. Comment faire pour amener mon rouge peut-être de 11 degrés à 16, 17 et mon blanc de 11 degrés à 8 ? Eh oui. Comment faire, Pascal, rapidement? Quelques astuces. Donc on travaille dans l'urgence, il faut réagir. C'est important de servir le vin à la bonne température, en tout cas celle qu'on a choisie pour faire déguster sa bouteille. Alors très simplement, si on a un vin blanc qui est un petit peu chaud, on le met dans un seau avec de la glace et de l'eau, ça fonctionne très très bien. Si on est un peu pressé ou si c'est un vin effervescent qu'on veut boire encore plus frais ou un vin liquoreux, c'est juste pour goûter avec le goûter, on le met toujours dans de l'eau avec des glaçons et on peut rajouter un peu de gros sel, comme ça il refroidit encore plus vite. Voilà, ça c'est pour le vin blanc pour descendre la température. Si maintenant on a un vin rouge pour lequel on veut faire descendre la température aussi, on peut y aller plus délicatement, on peut le mettre aussi dans un seau avec de la glace, mais on peut aussi choisir de mettre ce vin rouge dans une carafe, on la pose sur la glace et on tourne un peu comme ça pour que la carafe soit bien froide et on verra que la température aussi descend très rapidement. Et après, pour continuer, on peut laisser la carafe aussi avec le vin rouge dedans et la température va continuer à descendre et on adapte au fur et à mesure. Maintenant, si on a le vin rouge, et là c'est plus compliqué, si on a le vin rouge qui est un petit peu froid et qu'on veut le faire monter en température, oui. Alors là, c'est vraiment une astuce de sommelier, c'est parce que c'est vous, on va vous dévoiler ça. Vous prenez une carafe, elle n'est pas froide, vous la passez même sous l'eau tiède, un petit peu chaude, on n'a pas dit l'eau bouillante, l'eau un petit peu chaude, vous prenez votre bouteille, vous versez dans la carafe et là, le vin va prendre très rapidement 3-4 degrés et il sera à température. Maintenant, si vous n'avez pas de carafe, et là c'est toujours parce qu'on est entre nous, vous pouvez prendre votre bouteille et la passer un peu sous l'eau tiède. Je sais que ça va faire fumer beaucoup de confrères, mais enfin, on l'a tous déjà fait et c'est pas trop dramatique pour le vin si on le déguste juste après, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, quand on peut anticiper, c'est toujours mieux, bien entendu, mais ici, les gens sonnent à la porte et... Oui, c'est une urgence. Et voilà. Aristide, pour les vins blancs comme pour les vins rouges, parfois la température de service peut nous aider pour corriger quelques aspects du vin. Un équilibre qui ne serait pas tout à fait parfait, par exemple. Oui, ça arrive. Exactement. Donc, des fois, on peut avoir en blanc comme en rouge des vins qui sont un petit peu trop acides avec, ce n'est plus de la fraîcheur, c'est un peu un côté agressif. Et indirectement, dans l'autre sens, on peut avoir des vins qui ont un peu trop d'alcool, un peu de générosité en excès, on va dire. Donc, ça chauffe un petit peu ici dans la gorge. Alors, comment peut-on faire pour... On ne va pas te dire tricher, mais indirectement modifier la perception qu'on a de ces vins? Eh bien, pour les blancs, pour commencer, tu fais comment? Pour les blancs, simplement, si on considère que la plupart sont servis à 8-9 degrés, eh bien peut-être on va laisser notre bouteille en dehors du frigo un quart d'heure plus tôt que prévu et on le dégustera à 9-10 degrés et avec 1 ou 2 degrés de plus. L'acidité, on l'apercevra un petit peu moins marquée et le vin aura un petit peu plus de rondeur indirectement. C'est la première solution. Et donc dans l'autre sens, pour les rouges, si on a des vins qui sont un petit peu tanniques, un petit peu durs, on ne va pas les servir trop froid parce que les vins tanniques, ça durcit un petit peu, la température basse durcirait un peu les tanins, donc on va les servir peut-être avec 1 ou 2 degrés de plus. Ça, c'était pour le côté tannique, quand ils sont un peu trop marqués. Si vous le servez à 14 degrés, vous allez durcir. Si vous le servez à 18, vous allez l'arrondir. Et puis la dernière chose, c'est la générosité en alcool, qui est le troisième composant d'un équilibre complet d'un vin. Eh bien, si parfois, et malheureusement c'est un peu de plus en plus le cas, il est un peu trop élevé à votre goût, eh bien, servez le vin avec 2 degrés Celsius un peu plus bas et peut-être que votre rouge à 15 au lieu de 17, eh bien, il vous paraîtra plus équilibré. Et pour les blancs, c'est pareil. Si vous avez un blanc assez alcoolisé à 14, 14,5, on va peut-être le servir plutôt à 7, 8 pour lui amener indirectement une fraîcheur qui lui manque.
Voilà un petit truc et astuce. Parfait. En faisant attention de ne pas aller trop en température dans les deux cas ou trop bas parce qu'il y a encore d'autres interactions, mais en jouant un petit peu sur cette température, on peut profiter mieux des bouteilles. Tout à fait. L'extrême nuit en tout, mais ici on joue vraiment juste sur 1, 2, 3 degrés maximum. Petit conseil pour déboucher vos bouteilles de vin effervescent, champagne, crémant et autres. Alors tout le monde sait déboucher une bouteille, mais ici on insiste sur comment faire pour que la mousse ne ressorte pas, vous savez, et qu'elle vienne après peut-être inonder la table de la salle à manger. Tout à fait. Pascal. Alors, les petits conseils. D'abord, bien enlever la collerette. On va quand même souligner un petit point. À partir du moment où on enlève la collerette, c'est le début, hein, on va commencer à desserrer le muselet. Donc le muselet, c'est la petite cage qu'il y a autour. Alors, à partir du moment où on commence à desserrer le muselet, on ne lâche plus le bouchon. Parce que là, la bouteille devient une arme. Alors, pour une petite histoire, une personne qui travaillait à la sécurité me disait que c'était dans le métier de barman qu'on avait le plus de borgnes. Alors, vous voyez ici, pour pas qu'il y ait une mousse abondante qui sorte, on incline la bouteille, tout simplement. On sort le bouchon délicatement en tournant la bouteille. Voilà, puisque je sais que le côté festif, on fait péter le bouchon, mais dans les règles de l'art de la sommellerie, on ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de mousse. Donc, c'est impeccable. On peut même la redresser. Et on reste quelques secondes comme ceci, hein, voilà, pour éviter. Pour calmer. Et comme ça, si vous avez un arrière-petit cousin qui a jugé amusant d'aller secouer la bouteille en allant la chercher dans le frigo, eh bien, ça ne moussera pas. Et il n'y en aura pas partout. Donc, le truc, c'est les 45 degrés. On retient ça, finalement. Ouais. 10 secondes à 45 degrés. Et on évite des blagues au niveau de la mousse, tout simplement. Et après, pareil, pour servir dans un verre, on incline le verre, comme ça on n'a pas beaucoup de mousse, et on peut servir un petit peu plus rapidement. Merci Aristide. Petit conseil pour les vins effervescents. Pour rappel, les vins effervescents, ce sont les vins de la famille des champagnes, des crémants, des prosecco. Donc ces vins qui nous ravissent à l'apéritif, à l'inverse des vins tranquilles qui sont tous les autres vins qui n'ont pas de bulles. Donc la difficulté pour les vins effervescents, c'est qu'on a la plupart du temps, on n'a pas d'indication de millésime sur les bouteilles. Alors on a déjà tous eu la surprise de réserver une belle bouteille d'une grande maison de champagne ou ailleurs, et qu'au moment où on la débouche, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, on sert dans le verre, la robe est très jaune, et quand on goûte, ça laisse un peu à désirer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour se repérer, pour être sûr d'avoir un bon champagne dans le verre, Aristide ? Effectivement, Pascal, comme la plupart doivent être consommés dans les 3 premières années, si on généralise, ici, si on vous vend un vieux stock, si vous tombez sur des bouteilles qui datent, dans votre cave, vous n'avez plus pensé, eh bien, il va falloir en déboucher une, en espérant que vous avez bien la caisse complète qui va avec. Et à la première, vous allez pouvoir regarder surtout le bouchon champignon. Et si on voit qu'il reprend la forme initiale, donc on va dire qu'il juponne, puisque c'est plutôt la forme d'une jupe, eh bien on peut être certain que c'est un bouchon qui a été mis sur la bouteille très récemment, probablement dans l'année ou dans les 2 ans. Donc c'est un signe de fraîcheur formidable. À l'inverse, un bouchon qui serait dans la bouteille depuis des mois, des années, on dirait qu'il cheville, car il ne va pas reprendre sa forme, il va rester très étroit, un petit peu comme ceci. Voilà. Donc en fait, le principe de la fraîcheur, quand vous n'avez pas l'info du millésime, eh bien, puisque souvent les étiquettes se ressemblent depuis de nombreuses années sur les grandes maisons, sur les grands noms de la Champagne et d'ailleurs, eh bien, ça sera le bouchon qui va être votre meilleur ami pour vous donner l'info sur la fraîcheur du vin. Alors, nous avons déjà toutes et tous acheté ou reçu une belle bouteille de vin ou d'alcool dont on voit que le bouchon est recouvert de cire. Ça peut être du vin, ça peut être un alcool, on l'a dit, ça peut être du blanc, ça peut être du rouge, pour 36 raisons, mais ici on a envie de vous expliquer comment déboucher une bouteille de vin quand le bouchon est recouvert de cire. Donc, 3 cas de figure. C'est en général une cire qui peut être molle. Vous pouvez simplement le comprendre en essayant de rentrer votre ongle dedans. Vous comprenez qu'elle est molle. Celle-là, on essaiera de la couper. Une cire beaucoup plus cassante, on ne sait pas rentrer notre ongle et donc celle-là, elle va plutôt casser en morceaux. C'est ça, faire des petites miettes. Donc ce sera une autre technique d'ouverture. Et lorsqu'on a une belle bouteille d'alcool qu'on a envie peut-être de conserver pendant une certaine période dans son bar, on a envie de l'ouvrir très proprement pour pouvoir remettre le bouchon dessus. Et ça fait partie également de la dégustation d'avoir un beau flacon pour nos meilleurs alcools. Alors, premier cas de figure, une cire plutôt collante comme celle-ci. Je vais simplement venir la couper avec le couteau sommelier. Donc je vais venir comme ceci.
Ou un simple couteau, ça va aussi. Ou un simple couteau, tout à fait Pascal. Donc je sens bien qu'elle colle. Elle n'éclate pas en plein de morceaux. Qu'elle le tire. Ça, c'est rien du tout. Quand on est sur des cires plus friables, c'est encore bien plus compliqué. Ici, vous pouvez observer qu'on a finalement simplement libéré très rapidement le bouchon et on a possibilité maintenant avec le tire-bouchon de venir le sortir. C'est propre, c'est net. Jamais je n'essaye de tout enlever dans les 3 cas. Je laisse une partie qui recouvre, mais je veux simplement quelque chose de net. Lorsqu'on a une cire cassante, Pascal. Comme ceci. Alors, on prend son litho de service ou un essuie, quand on est chez soi. On fait ça dans l'arrière-cuisine. On met sur le goulot, comme ça. Et abracadabra, on fait apparaître une autre bouteille. Ça ne marche pas à chaque fois. Mais sinon, pour casser la cire, voilà, on tape bien sur l'arête, comme ça. Hop, hop, hop. Pour bien libérer, comme pour la bouteille précédente, le goulot. Et après, on fait comme ceci. On enlève toutes les petites crasses. Ici, je ne l'ai pas vraiment fait parce qu'on ne va pas déboucher la bouteille tout de suite. Voilà. On fait comme ceci. Et en temps normal, le goulot est libéré aussi. Et on débouche comme pour la bouteille précédente. Alors, pour un alcool, comment faire ? Alors, un alcool, là, on a souvent des cires très friables. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils aiment bien mettre des cires qui sont très cassantes. Et alors, ça fait plein de poussière partout. Si on le casse, comme je viens de montrer, on en met quand même partout. Donc, ça ne fonctionne pas. Et alors, on aime bien garder, comme tu le disais avant, le bouchon pour pouvoir reboucher la bouteille. Surtout quand c'est bien fait comme ça, c'est très joli. Alors, on prend sa bouteille. Là, tu as mis de l'eau bouillante. Oui, on est à 90 degrés. L'idée, c'est juste de faire ramollir la cire. Donc, combien ? 10 secondes, plus ou moins ? Oui, voilà. Oui, à peine. On peut le refaire si jamais c'est pas assez. Tout à fait, on peut s'y reprendre plusieurs fois. Et ça permet, après, avec la pointe du sommelier... Rapidement, tu viens couper... On vient couper là, à la hauteur où on sent que le bouchon est marqué. Comme ça, après, on aura un beau bouchon, encore avec la belle cire dorée, qu'on pourra remettre sur la bouteille. D'accord. Et là, on fait quelque chose de tout propre. Alors, pour déboucher une belle bouteille de vin et l'apprécier, il y a une question qu'on se pose tous au moment où on va déguster le vin, c'est de savoir s'il est bouchonné ou pas. Alors, quand on débouche une bouteille, vous allez voir, on va vous donner quelques astuces pour essayer de vous rassurer, en tout cas d'avoir la certitude que le vin est bouchonné ou qu'il ne l'est pas. Alors, quand on débouche une bouteille de vin, c'est très important de déjà voir la qualité du bouchon. Parfois, quand on débouche les bouteilles, on voit que les bouchons partent en miettes comme ça et tout ça. On peut déjà s'inquiéter, mais parfois, on a même des bouchons qui partent en miettes et que le vin est bon. Alors, surtout, très très important, quand on débouche une bouteille, on sent le bouchon, côté vin. Et de ce côté-là, normalement, ça doit sentir le vin. Si ça sent le liège, ça sent le sapin. Donc, si ça sent le liège, de ce côté-là, on a de fortes chances que le vin soit bouchonné. Quoi qu'il en soit, on le déguste quand même pour vérifier. Et alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsqu'on déguste un vin, il n'est pas complètement bouchonné d'un seul coup. Parfois, c'est juste à peine bouchonné et c'est là que le doute s'installe. Alors, quand on a un doute, il ne faut pas hésiter. On laisse la bouteille un petit peu de côté. On y retournera plus tard. Quand on a un vin qui est un peu bouchonné, avec l'oxygénation, donc on ne remet pas le bouchon dessus, on met la bouteille du côté. Avec l'oxygénation, ce côté bouchonné va encore plus se marquer. Donc, si vous dégustez 4 heures plus tard et que le vin est bien bouchonné, vous laissez de côté. Surtout, on ne peut rien en faire. Pas de sauce, pas de vinaigre, rien du tout. On le jette ou encore mieux, on le retourne au vigneron qui nous l'a vendu. Comme ça, on se la fait remplacer. Maintenant, si vous avez un petit peu de chance et que ce côté de cette odeur un peu particulière qui vous avez mise en doute est juste une odeur de réduit ou un côté un peu boisé trop marqué, à l'aération, tout ça va disparaître et vous pourrez profiter de cette bouteille par la suite. Nous avons tous eu l'aventure de déboucher une belle bouteille à la maison et là, bardaf, c'est l'embardé, le bouchon casse dans la bouteille. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire, Aristide ? Alors, plusieurs solutions, Pascal. On peut, selon comment le bouchon a cassé, son état, est-ce que c'est un coup de pas de chance, un très vieux bouchon qui est très friable, un bouchon de mauvaise qualité, bon, pas toujours facile de le savoir avant, mais on peut peut-être essayer de le ressortir avec le tire-bouchon en le reprenant très délicatement. On nous appelle parfois les chirurgiens de la bouteille. De la sommellerie, tout à fait. C'est pour ça. Oui. Maintenant, s'il est cassé et qu'on a parfois possibilité d'aller le rechercher sur le côté, parce qu'il est plutôt, au lieu d'être cassé à moitié, il serait plutôt légèrement cassé en biais. Ce qui peut arriver. Oui. On arrive même des fois avec la
laverie presque dans le vin à la limite. Donc nous ici on a un petit passage, c'est ce qui est arrivé sur cette bouteille. Donc là il y a d'autres solutions. Donc soit on utilise une cuillère à mélange, si on maîtrise bien, une curette ou un tirant en marc, vous savez les grandes griffes avec les petits crochets au bout, c'est encore mieux parce qu'on peut agripper. On passe sur le côté et on essaie tout doucement, en plaquant le bouchon contre la paroi du verre, ce qui reste du bouchon, à sortir ce bouchon, vous voyez. On le fait remonter tout doucement, voilà. Bravo Aristide, on voit qu'il y a de la maîtrise, des années de pratique. Il y a beaucoup de bouchons cassés, ça c'est quand on débouche, quand on a déjà bien dégusté avant ça. Voilà, donc on sort tout doucement le bouchon. Voilà, ça permet après qu'il y en ait moins dans le vin ou pas du tout. C'est encore mieux parce que quand on sert dans les verres, après on voit des petits bateaux dessus, bravo. Très important, on va donner un petit coup d'essuie comme on peut, un petit coup de litho. Et on va pouvoir apprécier finalement notre bouteille. Exactement, voilà. Encore une astuce, vous verrez, parfois bien utile quand on a un bouchon capricieux. Petit conseil pour aller acheter ces vins dans le vignoble, chez nos amis vignerons qui en ont bien besoin après la période qu'on vient de traverser. Toujours des moments formidables au niveau de la convivialité, une rencontre avec le terroir, avec des personnes, avec des entrepreneurs. Donc toujours magique, mais justement, pour que ça soit encore plus magique, je pense que c'est une bonne chose de prendre rendez-vous chez les vignerons. Les vignerons sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des entreprises souvent familiales, donc ils ont un agenda chargé, comme tous les indépendants. Donc si on prend rendez-vous avant, c'est toujours mieux. Oui, on est toujours mieux reçu. Et alors une fois que vous êtes sur place, souvent le vigneron va vous offrir l'ensemble de sa gamme en dégustation. Parfois les gammes peuvent être à rallonge, elles peuvent être kilométriques et on peut avoir un peu de temps et vraiment prendre du temps, prendre du plaisir. Le seul petit problème, c'est que quand arrive la fin de la dégustation, on est joyeux, tout va bien et on achète quelques caisses. Et lors de notre retour à la maison, eh bien parfois les vins ne goûtent plus aussi bien. Alors c'est vrai que le contexte peut jouer, on était peut-être en vacances, on était avec des amis, mais quand même on a des caisses et des caisses de vins qui ne goûtent plus très bien. Mais oui. Il est vrai que le Côte de Provence dégusté en Provence, les pieds dans l'eau, est toujours meilleur que dégusté en Belgique sous la pluie. Donc, on rien y faire, c'est vrai. Alors un petit truc que nous on fait et qu'on s'applique, qu'on se force à faire depuis des années à présent, eh bien c'est simplement l'acte de cracher. Car sachez bien que, attention, quel scoop on va balancer aujourd'hui Pascal. Oui, énorme. On goûte aussi bien en crachant qu'en avalant. On ne goûte vraiment pas moins bien, ça on vous l'assure. Vraiment, c'est garanti. Donc, on va s'appliquer simplement à cracher et peut-être que ainsi vous goûterez jusqu'au bout la première bouteille comme la dernière de façon aussi pertinente et dans vos achats, vous n'aurez plus de mauvaises blagues. Ou en tout cas moins. Alors comment faire pour simplement cracher? C'est assez facile finalement, on se brosse tous les dents matin et soir et on crache bien notre dentifrice, donc ici c'est facile, on prend du vin et on crache tout simplement. Et Pascal, je pense que tu arrives à 3 mètres aussi maintenant. Hein? Oui, maintenant je pourrais faire beaucoup plus loin. Vous voyez, donc c'est assez simple, tout le monde sait le faire, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à cracher, à demander un crachoir lorsque vous êtes chez les vignerons ou lors d'une dégustation, on vous invite vraiment à le faire et par contre, on vous encourage aussi à prendre beaucoup de plaisir lors de vos moments gourmands entre amis, où là évidemment le crachoir est mis de côté, mais on n'est plus là pour acheter. Alors, petite astuce pour filtrer vos vins, ou pour en tout cas séparer le solide du liquide lorsque vous avez une bouteille de vin qui est soit un vieux millésime avec du dépôt, que ce soit un vin peut-être jeune mais non filtré, ou que ce soit des petits dépôts de bouchons si jamais le bouchon a cassé lors de l'ouverture. Alors, première chose, on va toujours aviner notre carafe car c'est ce qu'on va utiliser. Donc je prends quelques centilitres de vin que je vérifie. Il n'est pas bouchonné, mais il y a effectivement quelques petits morceaux de bouchon ici en l'occurrence. C'est un vin jeune, mais on a eu un petit souci avec le bouchon. Donc... attends, je vais justement, pour éviter qu'on ait des morceaux de bouchon dans la carafe, on va filtrer le vin. Ah oui, tout à fait. Alors, donc, la petite astuce. Les filtres, quand on trouve dans le commerce ou qu'on a chez soi, parfois c'est aussi gros que des passoires. Donc le problème, c'est que les dépôts, même s'ils sont gros, peuvent quand même passer à travers. Donc finalement, ça ne ferait pas le boulot qu'on recherche. Donc Pascal, toi, tu as une astuce magique. Exactement, une petite solution, une compresse stérile. Voilà. On coupe un petit bout. Et oui, pourquoi pas finalement. Un petit bout comme ça. Hop. Et on va le passer dans son filtre, on l'ajoute, il y a plusieurs modèles de filtres, mais là ici, avec ce modèle-là, on fait comme ça on ajoute
un filtre pour la filtration. Et avec ça, c'est garanti 100%. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Regarde, tous les morceaux de bouchon restent dedans. Vraiment bien. Et même si on a un dépôt un petit peu plus volatile, un peu plus léger, comme c'est le cas dans les vins de Bourgogne, ça reste bloqué par la compresse. Oui. Alors maintenant, on peut aussi plier la compresse en deux, ça filtre encore plus. Une double comme ça, on est filtration, oui. Ouais. Parfait, ben voilà, donc notre vin pour aviner est totalement limpide. On va bien aviner la carafe et là on repart plutôt sur une décantation classique. Donc... Très important, quand on avine la carafe, on la rince d'abord à l'eau claire. Ça permet de la mettre à température et qu'elle soit bien propre. Et après on l'avine avec le vin. On dit toujours que c'est le verre pour celui qui travaille. Et alors vous remarquerez que souvent le vin qu'on a utilisé pour aviner la carafe, eh bien, il y a un côté un peu poussiéreux, il y a un peu quelque chose comme le carton même presque. Ouais, même si on lave bien sa carafe. Et là, voilà. Rebelote finalement, notre filtre renforcé on va dire. Et ici tu as pris donc un entonnoir qui éclate un petit peu le vin parce que c'est un millésime jeune. On peut se permettre de l'aérer. Sur un vin vieux, on n'aurait certainement pas fait pareil puisque là on aurait voulu une aération très très douce en fait. Hein. Donc on aurait et même une autre carafe. Ouais. Mais ici l'illustration c'est surtout la filtration extrême. Jolie robe, hein, ce bois de romanée. Alors du coup ça coule un peu plus lentement, hein, Pascal, puisqu'on a automatiquement un filtre qui est plus épais. Mais c'est important, il faut prendre le temps, comme ça on a tous les petits morceaux de bouchon qui étaient là, qui restent bien coincés par les filtres, et après on a un vin qui est bien limpide, parce que c'est quand même assez désagréable quand on déguste un beau vin, d'avoir à la surface de son verre quelques petits bateaux. Je me permets même d'aller jusqu'au bout, hein, puisqu'ici il n'y a pas de risque. Voilà. Parfait. Et voilà. Et ben voilà. Vin limpide et tout le dépôt ici. Alors à présent, parlons d'un souci qu'on peut rencontrer lorsqu'on débouche un vin dans sa cave avec parfois des vins blancs qui nous plaisent un petit peu moins parce qu'on a des acidités un petit peu marquées, on l'a peut-être pas goûté comme ça la première fois. Des vins rouges qui peuvent parfois être un peu tanniques, un peu trop tanniques, alors peut-être trop jeunes ou avec des tanins qui sont fort marqués, dû à parfois des millésimes un petit peu plus frais où la maturité est un peu moindre. Alors comment est-ce qu'on peut finalement équilibrer et adapter ça en l'associant judicieusement à une cuisine, à un mets qui finalement va faire ressortir les qualités du vin. Et Pascal, toi tu voulais nous parler des blancs en premier. Oui. Tout à fait. Alors sur les vins blancs, on peut avoir des vins blancs avec des acidités un peu plus marquées, comme tu le disais, par le millésime, par la région, par le cépage. Alors comment les marier judicieusement? C'est notre travail de sommelier, hein, c'est vraiment de marier le vin comme il est, avec le plat, qui va le mettre le plus en valeur et que les deux se combinent très très bien. Alors si on a un vin blanc avec une acidité très marqué, on peut le marier de façon heureuse avec des poissons, des crustacés crus. On prend un bon tartare de saumon que tout le monde connaît. On sait que ça contraste très très bien avec un vin avec une acidité assez marquée. Donc là, on mettra le tartare de saumon en valeur et le vin blanc qui paraissait un petit peu acide tout seul, ben là, prendra bien sa place et ça fonctionnera très bien. Maintenant, on peut aussi aller sur des plats chauds, un petit peu plus gras, un peu plus onctueux, et là il y a un équilibre qui va se faire entre le gras du plat et la vivacité du vin. Un risotto par exemple, ça pourrait très bien fonctionner, oui. Enfin un risotto fruits de mer avec un chablis un petit peu moins ensoleillé, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça c'est pour les vins blancs, et pour les vins rouges, il y a aussi une astuce, mais là on est peut-être un peu moins sur l'acidité, mais plus sur les tanins qui peuvent déranger un petit peu. Hein. C'est ça, quand on a parfois une astringence qui est un peu marquée, alors là peut-être aussi deux solutions pour un petit peu contrebalancer tout ça. On peut jouer avec un apport de protéines et donc une belle viande rouge. Vous prenez une viande rouge qu'on sert vraiment saignante, hein. Donc à ce moment-là, les protéines, le côté saignant de la viande va vraiment venir marier les tanins et finalement le vin paraîtra moins tannique que ce qu'il était au départ. Deuxième solution, c'est de partir sur des plats un peu plus gras, un peu plus riches, un peu plus en sauce. Alors peut-être que dans le sud-ouest, on mariera un cassoulet volontiers à un vin de Madiran, mais on peut aussi partir sur des préparations de cuisson un peu en civet, de carbonate, de viande en sauce brune, de plats mijotés, qui vont finalement tapisser le palais, venir amener de la succulence, de l'onctuosité, où le vin en manquait peut-être un petit peu. Ouais. Et dans les deux cas, blanc et rouge, on pourrait aussi associer des fromages. Oui. Là, on est sur quelque chose de gras. Donc, il faut faire attention aux puissances, mais ça pourrait fonctionner aussi. Voilà. Quelques petites martingales de sommelier qui, à mon avis, pourront vous servir. Bonne dégustation à vous.